Chers élèves de 3e 5, une nouvelle vidéo de cours afin d'achever, de terminer ce chapitre sur la décolonisation, la décolonisation suite et fin, deuxième vidéo sur le sujet. Un petit rappel de ce qui a été vu lors de la première vidéo sur la décolonisation. Nous avions fait un rappel sur la colonisation. Nous avions entamé la décolonisation, définition, lorsqu'une colonie retrouve sa liberté, son indépendance, sa souveraineté. Quand nous avions dit que la décolonisation était un événement majeur de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui se déroule en même temps que la guerre froide, qui commence exactement la même année, 47-47, qui se déroule en même temps que la guerre froide, qui s'arrête un petit peu avant. Nous avions également expliqué pourquoi la décolonisation. Nous allons revenir sur ce schéma. Nous rappelons qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens souhaitent conserver leur empire colonial. Autrement dit, l'ensemble de leurs colonies, pour tous les arguments que nous avions rappelés, mais en 1945, la situation a changé. Les deux grands vainqueurs de la guerre et les deux grandes puissances du moment, les États-Unis et l'URSS, sont farouchement anticolonialistes. Ils sont contre les colonies et ils font pression pour que les pays européens décolonisent, c'est-à-dire redonnent l'indépendance aux territoires qu'ils ont conquis. Nous avons vu que dans les pays colonisés, les populations colonisées, que l'on appelait de manière péjorative les indigènes, commencent à s'organiser et à se battre en créant ce qu'on appelle les mouvements nationalistes, syndicats, associations, partis politiques, qui luttent pour l'indépendance. Nous avions vu qu'un certain nombre de leaders de ces mouvements nationalistes avaient fait leurs études en Europe. Ils ont donc assimilé les valeurs européennes, égalité, liberté, démocratie, etc., droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ils vont retourner ces valeurs et ces principes contre les colonisateurs. Nous avions vu également que les pays européens inspirent beaucoup moins de crainte aux pays colonisés, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de pays européens colonisateurs se sont déconsidérés, notamment la France avec le régime de Vichy. Et puis, les populations colonisées, ces indigènes, sont de plus en plus frustrés puisqu'ils n'ont pas obtenu de la part des pays colonisateurs tout ce qui avait été promis, plus de droits, plus d'avantages, notamment des droits politiques. Et en 1945, les populations colonisées ne croient plus à ces promesses, ne souhaitent plus rester dans le système colonial avec des avantages et des droits supplémentaires. Ils veulent carrément l'indépendance, retrouver leur liberté. Dernière chose là-dessus, ce qui va jouer aussi un grand rôle, c'est l'ONU. Souvenez-vous, l'ONU créée en 1945, nous avions fait une vidéo sur ce sujet. Eh bien, l'ONU va être une tribune formidable pour diffuser l'anticolonialisme, parce que c'est souvent à l'époque à l'ONU que les États-Unis, l'URSS et les premiers pays décolonisés vont condamner la colonisation et vont condamner les pays européens. Et faisant ça à l'ONU, évidemment, ça va prendre un écho mondial. Le fait de contester la colonisation à l'ONU, eh bien, c'est très médiatisé. Et donc la voix anticolonialiste va être largement diffusée. Face à toutes ces pressions et cette situation qui a changé, eh bien les pays colonisateurs ne pourront pas garder leur colonie, et on va donc avoir un mouvement de décolonisation en deux vagues. Ce sont d'abord toutes les colonies asiatiques qui vont être décolonisées jusqu'en 1955, de 47 à 55. Et puis une deuxième vague, une deuxième période de décolonisation en Afrique de 54 à peu près jusqu'au début des années 80. Donc c'est un mouvement puissant, décalé dans le temps et dans l'espace,
mais c'est un mouvement inéluctable. Les grandes puissances européennes ne peuvent plus garder les colonies pour toutes les raisons que je viens de rappeler tout à l'heure. Nous avions également... nous nous étions plutôt interrogés sur le sort de ces pays nouvellement indépendants qui ont retrouvé leur indépendance et leur liberté. Et comme la décolonisation est un événement majeur qui se déroule en même temps que la guerre froide, eh bien, il va se poser la question de l'adhésion, pour ces nouveaux pays décolonisés, l'adhésion au camp des États-Unis ou au camp de l'URSS, puisque durant la guerre froide, chaque pays doit se positionner et doit choisir son camp. Nous avions dit qu'un certain nombre de pays décolonisés avaient refusé de choisir un camp ou l'autre. C'est ce qu'on avait appelé le mouvement des non-alignés. Ils refusaient de s'aligner sur le camp des États-Unis ou de l'URSS et de rester neutre. Mais ce mouvement a été un échec. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à notre étude de cas. Je vous ai envoyé ce polycope. Alors, l'étude de cas porte sur l'indépendance ou la décolonisation donc, des Indes britanniques. Dans ce chapitre, les deux études de cas les plus couramment choisies sont la décolonisation des Indes britanniques ou de l'Algérie française, deux cas très différents. Nous allons nous concentrer sur la décolonisation des Indes britanniques. J'en ai rappelé les raisons tout à l'heure, une décolonisation qui est très connue, décolonisation de la plus grande colonie, les Indes, qui appartenaient donc au Royaume-Uni, et la toute première décolonisation. Les Indes, c'est la toute première colonie à avoir retrouvé son indépendance en 1947. Alors, quelle est la situation de cette colonie avant qu'elle ne retrouve son indépendance? Voici l'Empire des Indes, cette immense colonie qui a été donc, colonisée par le Royaume-Uni, qui comprend aujourd'hui plusieurs pays, à l'époque une immense colonie. On dit que c'est le fleuron colonial du Royaume-Uni. Dans cette immense colonie cohabitent des musulmans et des hindous. Les hindous pratiquent l'hindouisme, qui est une religion. Donc dans cette immense colonie, à peu près 300 hindous et un peu plus, 300 millions d'hindous et un peu plus de 100 millions de musulmans qui vivent ensemble dans cette immense colonie britannique. Regardons les deux mouvements nationalistes indiens qui vont lutter pour l'indépendance de l'Inde. Alors, évidemment, le Royaume-Uni est mis sous pression par les États-Unis, par l'URSS. Les deux grandes puissances font pression pour que les pays européens décolonisent, donc il y a déjà cette pression. Et à l'intérieur même de l'Empire indien, eh bien, il y a la pression de deux mouvements nationalistes indiens qui luttent pour l'indépendance de l'Inde. Le premier, c'est le Parti du Congrès. Le deuxième, c'est la Ligue musulmane. Le Parti du Congrès, c'est un mouvement nationaliste qui représente les hindous. Donc c'est un parti nationaliste qui réclame l'indépendance de l'Inde, autrement dit, qui veut que les Britanniques partent, mais un mouvement nationaliste qui représente les hindous. Et un deuxième mouvement nationaliste qui souhaite aussi le départ des Anglais et l'indépendance, mais qui représente les musulmans. Je rappelle, dans cette immense colonie, à peu près 300 millions d'hindous et plus de 100 millions de musulmans. Donc deux partis nationalistes. Alors, le chef ou le leader de la Ligue musulmane, qui représente les musulmans, s'appelle Ali Jinnah. Et à la tête du Parti du Congrès, mouvement nationaliste hindou, deux figures historiques majeures. La première, vous la connaissez tous, Gandhi,
La deuxième, peut-être un peu moins connue pour vous, Nehru. Donc en fait, le parti du Congrès a un chef, un leader, Nehru, et on pourrait dire il a une âme, Gandhi. C'est-à-dire que l'âme, la philosophie du parti du Congrès est représentée par Gandhi, mais le chef, d'un point de vue organisationnel, c'est Nehru. Et donc, pression de ces deux mouvements nationalistes, et Gandhi va commencer sa lutte pour l'indépendance avant la Seconde Guerre mondiale avec une méthode très particulière. Alors, on va retourner sur ce polycope. Je vous avais envoyé ce document qui retrace un petit peu le parcours de Gandhi et qui mentionne sa méthode de lutte qui est très particulière. Alors, on avait dit que Gandhi faisait partie de ces leaders nationalistes qui luttent donc pour l'indépendance de leur pays. Il est né dans une riche famille indienne. Il a eu donc la chance de faire des études à Londres, des études d'avocat. Il a vécu à un moment de sa vie en Afrique du Sud. Il a été confronté à un régime extrêmement raciste. Il a été sensibilisé donc au racisme et puis il rentre ensuite en Inde et il va commencer sa lutte. Alors, sa doctrine ou sa méthode de lutte est basée sur deux règles. On pourrait dire même trois règles. La désobéissance civile, le boycott des produits anglais et surtout la non-violence. Désobéissance civile, ça veut dire qu'il va demander à tous les Indiens, et ça va être suivi, puisque Gandhi est un leader très charismatique, qui va être suivi par des millions d'Indiens, il va demander aux Indiens de boycotter les produits anglais, autrement dit de ne plus acheter de produits anglais, c'est-à-dire des produits fabriqués en Angleterre, qu'on a acheminés en Inde, des produits vendus par des commerçants anglais. Et surtout, Gandhi prôner la non-violence. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. La non-violence, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tellement à la mode. En fait, l'idée de Gandhi, c'est de dire qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Parce qu'il part du principe ou du constat que si on répond au colonisateur qui est lui-même violent par la violence, eh bien le colonisateur sera encore plus violent. La violence appelle la violence. Et donc, il va demander à tous les Indiens, lors des manifestations qui sont durement réprimées par le colonisateur britannique, il va demander à tous les Indiens de ne pas répondre, lorsqu'ils sont réprimés par la police, de ne pas répondre par la violence, de ne rien faire, voire même de se laisser frapper. Et de la sorte, il dit, c'est une arme très efficace, parce que si le colonisateur anglais se rend compte que la violence n'a strictement aucun effet sur les colonisés, eh bien, le colonisateur va se sentir désarmé. Il ne saura plus comment agir. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Nous allons voir tout à l'heure des images de manifestations d'Indiens qui luttaient pour l'indépendance se faire violemment frapper par des policiers britanniques. Ils se faisaient frapper sans aucune réaction, en se laissant faire. Et face à cela, face à cette réaction, évidemment, les policiers indiens étaient totalement désarmés, c'est-à-dire que leur arme, la violence, ne marchait pas. Alors évidemment, c'est une méthode très exigeante, parce que c'est une méthode qui engendre beaucoup de souffrance, c'est presque un sacrifice de se laisser frapper, mais finalement, cette méthode a eu un effet, puisque le colonisateur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas contenir les colonisés par la violence.
donc un colonisateur désarmé, désarçonné. Bien, donc Gandhi commence son action bien avant la Seconde Guerre mondiale, arrive la Seconde Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mondiale, et là, le Royaume-Uni se rend compte que la situation commence à être très compliquée en Inde. Le Royaume-Uni se rend compte qu'il va être très compliqué de garder cette colonie, et donc, dès 1945, le Royaume-Uni accepte de décoloniser l'Inde, c'est-à-dire accepte de redonner sa liberté, son indépendance, sa souveraineté à l'Inde, dès 1945. Mais, évidemment, l'indépendance de l'Inde ne sera pas immédiate. L'indépendance de l'Inde aura lieu en 1947. C'est-à-dire que de 1945 à 1947, il va y avoir une préparation de l'indépendance, et en août 1947, l'Inde devient indépendante. Autrement dit, les colons britanniques quittent l'Inde et les Indiens vont devenir libres et gérer librement l'Inde. Ils vont retrouver leur liberté. Alors, le problème, c'est que les deux mouvements nationalistes ne sont pas d'accord sur la manière dont il faut faire l'indépendance. Le Parti du Congrès, et surtout Gandhi, pense que l'Inde doit rester un seul et même pays unifié, où les hindous et les musulmans doivent vivre ensemble. Autrement dit, le Parti du Congrès pense qu'il ne faut pas découper l'Empire britannique en plusieurs pays indépendants. On garde un seul et même pays qui a retrouvé sa liberté, et les Indiens et les hindous vivent ensemble. Mais Ali Jinnah n'est pas de cet avis. Ali Jinnah ne veut pas que les musulmans et les hindous vivent ensemble dans le même pays, et donc Ali Jinnah va tout faire pour que l'Empire des Indes, au moment de son indépendance, soit découpé en plusieurs parties, en plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle la partition de l'Inde. Alors, regardons ça en carte. Donc là, nous avions l'Empire des Indes, la colonie britannique, et voilà ce qu'il s'est passé. Ali Jinnah, qui voulait que l'Empire indien soit découpé en plusieurs parties, en plusieurs pays, a obtenu gain de cause. Ce n'est pas du tout ce que voulait Gandhi, le grand désespoir de Gandhi, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait, en août 1947, quand l'Empire indien, ou l'Empire des Indes, a retrouvé sa liberté, son indépendance, eh bien, cet empire a été découpé en plusieurs parties, ce qu'on appelle une partition. L'Union indienne, où vivent, ou doivent vivre les hindous, et puis deux autres parties, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, où doivent vivre les musulmans. Ça veut dire qu'au moment de l'indépendance, en août 1947, eh bien, l'Empire des Indes a retrouvé son indépendance, mais a été en quelque sorte, entre guillemets, découpé en trois parties. L'Union indienne, dirigée par Nehru, vous vous souvenez, Nehru, le chef du Parti du Congrès, qui est Premier ministre, et le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, dirigé par Ali Jinnah. Ce n'est pas évidemment ce que voulait Gandhi, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, avant de continuer là-dessus, une petite précision. Aujourd'hui, le Pakistan occidental s'appelle toujours le Pakistan, mais le Pakistan tout court. Et le Pakistan oriental, comme je vous l'ai indiqué grâce à cette carte, eh bien, cette carte ici, eh bien, aujourd'hui, le Pakistan oriental s'appelle le Bangladesh. Bien, retournons à cette carte. Août 1947, partition du pays en trois parties. Alors, en fait, à partir du moment où les colons britanniques sont partis, eh bien,
une abominable guerre civile a éclaté en Inde. Pourquoi? Parce que avant la décolonisation, hindous et musulmans vivaient tous dans cette immense colonie, tous mélangés. Désormais, les hindous doivent vivre dans l'Union indienne, les musulmans dans le Pakistan occidental et dans le Pakistan oriental. Mais le problème, c'est qu'au moment où on fait ce partage, dans l'Union indienne vivaient des musulmans et dans le Pakistan oriental et le Pakistan occidental vivaient des hindous. Et très vite, une guerre civile a éclaté. Au Pakistan occidental et au Pakistan oriental, des dizaines de milliers d'hindous ont été massacrés par les musulmans, et inversement, dans l'Union indienne, des dizaines de milliers de musulmans ont été massacrés par les hindous. Au total, cette guerre civile a fait 2 millions de morts. Au moment où ces massacres commencent, évidemment, déplacement très important de population. Les hindous qui vivaient dans le Pakistan occidental, eh bien, se réfugient dans l'Union indienne. Inversement, les musulmans qui vivaient dans l'Union indienne se réfugient au Pakistan occidental. Et même chose pour le Pakistan oriental. Et au total, on va avoir un transfert de population de 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants. Et en même temps qu'a lieu ce transfert de 17 millions d'habitants, eh bien, ont eu lieu ces massacres qui ont fait 2 millions de morts. Voyons ça en images. Alors. Baptême fait prêter serment à Nehru qui devient Premier ministre. Alors, là, c'est juste avant le début de cette guerre civile. Une immense joie dans le pays. Indépendance officielle de l'Inde. Nehru est intronisé Premier ministre de l'Union indienne. Il prononce devant le Parlement des paroles historiques. Il y a de nombreuses années, nous avons donné rendez-vous au destin. L'heure est venue de tenir notre promesse. Sur le coup de minuit, quand dormiront les hommes, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. Autrement dit, l'Inde retrouve son indépendance, sa souveraineté, sa liberté, et les Indiens vont pouvoir prendre leur destin en main. Mais malheureusement, très vite, cette abominable guerre civile va commencer. Dehors, une véritable marée humaine a envahi la... J'avance un petit peu. Au soir du Fort Rouge, 3 siècles et demi de présence britannique en Inde. L'aventure s'achève avec... Donc là, on voit tous les Britanniques en train de quitter l'Inde, dont les militaires britanniques. L'embarquement des premiers soldats qui se déroule sous le regard ému du couple Mountbatten. Mais dans ces derniers jours en Inde, le cauchemar du vice-roi n'est pas dans ce départ précipité. Il est ailleurs. La publication de la nouvelle frontière du Pendjab déclenche la plus atroce des guerres civiles. Dans un accès d'hystérie collective, les musulmans exterminent les Sikhs et les hindous à l'ouest de la frontière, tandis que Sikhs et hindous massacrent tous les musulmans présents à l'est du tracé. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce dont on a parlé. Ces massacres ont eu lieu dans toutes ces zones où il y a eu des transferts de population. Musulmans et hindous rejoignent le pays où ils doivent vivre, et c'est au moment de ces transferts qu'il y a eu tous ces massacres, en tout 2 millions de morts. « 500 000 personnes trouveront la mort avant la fin de l'année 1947. Ni Gandhi, ni les 55 000 soldats... Alors, 500 000 avant la fin de l'année 47, je vous ai dit 2 millions parce qu'en fait, il y a eu des massacres de 1947 à 1950. Britanniques ne pourront arrêter ces combats d'une sauvagerie inouïe. Alors que les 70 km de la route reliant Lahore à Amritsar sont jalonnés de milliers de cadavres, commence l'un des exodes les plus impressionnants du siècle.
musulmans se déplacent dans le pays où ils doivent vivre, Pakistan occidental ou oriental, et les hindous dans le pays où ils doivent vivre, l'Union indienne. Au milieu de ce charnier, 4,5 millions de Sikhs et d'hindous fuient le Pakistan pour l'Inde, tandis que 6 millions de musulmans émigrent en sens inverse. Personnes au total se lancent sur les routes dans des conditions épouvantables. En fait, c'est 17 millions. Alors, un petit point par rapport à ça. Pendant longtemps, on a considéré que les Britanniques, ou le Royaume-Uni, avait été plutôt vertueuse dans la manière dont elle avait décolonisé, puisque dans un certain nombre de cas, comme dans le cas de l'Inde, elle avait évité toute guerre coloniale. Autrement dit, elle était partie d'elle-même des colonies en leur redonnant leur liberté, leur souveraineté. Et on a souvent opposé ces décolonisations britanniques vertueuses, de bon sens, raisonnables, à certaines autres décolonisations, notamment la décolonisation de l'Algérie française, qui a été là véritablement une guerre coloniale. Alors maintenant, on est un petit peu revenu dessus en disant que les décolonisations britanniques n'ont pas été aussi vertueuses que ça. Alors certes, les Britanniques ont accordé l'indépendance à l'Inde très vite, mais en fait, ils sont partis en laissant une situation explosive. Et en partant de manière précipitée, les Britanniques savaient que se déroulerait en Inde une abominable guerre civile. Alors, un petit extrait sur la non-violence en image lors d'une manifestation, une manifestation d'Indiens qui suivent le parti du Congrès. Et on va voir comment ces manifestations sont réprimées par les colons britanniques. Désobéissance civile et non-violence, ce sont les armes de Gandhi. Vous voyez ? Il s'assoit et il se laisse frapper, la non-violence, pour montrer que l'oppresseur ne peut pas gagner avec la violence. Et donc l'oppresseur se sent en quelque sorte désarmé. Les Britanniques jouent du bâton. La répression est constante, souvent brutale, parfois sanglante. Et les prisons constamment pleines. D'ailleurs, Gandhi sera condamné à 7 reprises à de la prison. Il fera 4 ans de prison. Voilà. Donc notre cas, notre étude de cas, décolonisation de l'Inde en août 1947. Donc pas de guerre coloniale, pas de guerre à l'intérieur de l'Inde entre les colons britanniques et les Indiens. Les Britanniques décident de partir et de redonner la liberté à l'Inde. Mais très vite après l'indépendance, une abominable guerre civile entre hindous et musulmans. Et du coup, cette immense colonie britannique, eh bien, au moment de l'indépendance, elle est en quelque sorte découpée en 3. Alors, on va terminer sur l'impossible non-alignement. Je vous ai dit, au moment des indépendances, certains pays ont dit il est hors de question qu'on s'aligne sur le camp des États-Unis ou sur le camp de l'URSS, on veut rester neutre. Nous n'avons pas combattu pour retrouver notre liberté, pour, en fin de compte, à nouveau être dépendant d'un camp ou d'un autre, donc nous voulons rester neutres. En fait, ce mouvement a été un échec. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est que tous ces pays décolonisés, en Asie et... il faut que je retrouve la carte. Voilà. Tous ces pays décolonisés en Asie et en Afrique, au moment même où
ces territoires, ces pays redeviennent libres, indépendants et souverains, eh bien, ils repartent de zéro. Il faut construire un État, construire un pays, écrire une constitution, se doter d'institutions, mettre en place une administration, construire des infrastructures, bâtir une économie. Dans toutes ces colonies, des économies très peu développées, pas d'industrie, une extrême pauvreté. Autrement dit, ces pays sont libres, certes, mais ils sont extrêmement démunis. Ils partent de zéro et ce sont des pays très pauvres. Et en fait, ils vont donc être obligés de choisir soit le camp des États-Unis, soit le camp de l'URSS, parce qu'en choisissant leur camp, en échange, ils vont obtenir des aides. Les pays qui choisissent le camp de l'URSS reçoivent une aide de l'URSS pour bâtir leur pays. Ceux qui choisissent le camp des États-Unis, eh bien, vont recevoir une aide de la part des États-Unis pour rebâtir leur pays. Dernière petite chose, tous ces pays décolonisés qui retrouvent leur indépendance, leur liberté, etc., l'ensemble de ces pays, à ce moment-là, on appelle ça le tiers-monde. Alors une expression aujourd'hui beaucoup moins utilisée, hein, on peut faire l'expression de PED, pays en développement, mais à cette époque-là, on appelle ça le tiers-monde. Alors en fait, c'est une expression qui a été inventée dans les années 50 par Alfred Sauvy. Et en fait, tiers-monde, ça fait référence aux tiers-États. Souvenez-vous, la société d'ordre durant l'Ancien Régime. Le tiers-monde, le tiers-monde, c'est un peu comme le tiers-État avant la Révolution française. C'est un ensemble de pays qui n'étaient rien, des pays qui étaient méprisés, qui étaient occupés, des pays qui étaient exploités, mais qui voulaient devenir quelque chose, qui voulaient obtenir quelque chose et qui voulaient compter. Bien, mes chers élèves de 3e 5, nous en avons fini sur la décolonisation, enfin en ce qui me concerne, puisque j'ai prévu, dès le lundi de la rentrée, de vous donner un devoir à faire sur la décolonisation. Je mettrai ça sur le cahier de texte du lundi de la rentrée, après les vacances, sûrement sous la forme d'un paragraphe argumenté, exercice que nous affectionnons tout particulièrement. Dédé la Grenouille vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Toujours une pensée pour le personnel soignant. Bonne soirée.